14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On va parler des enfants. Ils ont été massacrés pire que des animaux. Et la façon dont ont été tués les enfants, la façon de préparer leur assassinat, c'est horrible. Ils sont restés 1 an sous la terre. Bonjour, toute une famille qui disparaît du jour au lendemain. Le père, la mère, un petit garçon de 3 ans et une petite fille qui venait d'avoir 22 mois. De quoi normalement inquiéter au plus haut point les autorités, mais pas dans le cas de la famille Davila. Pendant des mois, les disparus de Volpénil, une commune de Seine-et-Marne, ne vont intéresser personne. Il faudra toute l'obstination d'une femme, la grand-mère des petites victimes, Gilberte Crovisier. Vous allez entendre son témoignage aujourd'hui dans l'heure du crime pour que, enfin, police et justice se penchent sur cette affaire. Les enquêteurs vont alors découvrir l'une des plus sordides et des plus macabres machinations sur fond de magie noire, de cauchemars et de mensonges. La silhouette d'un homme dont tout le monde a peur va se dessiner et confirmer l'intuition de cette grand-mère, Gilberte Crovisier, qui appelait à l'aide, mais que personne ne voulait entendre. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, les disparus de Volpénil, une commune de Seine-et-Marne, au début de l'automne 95. C'est toute une famille qui soudain ne donne plus aucune nouvelle. Personne n'a plus vu les Davila. Ce samedi 23 septembre 1995, Gilberte Crovisier est chez elle à Montreuil, la banlieue nord de Paris. Quelques jours de repos pour cette employée de la RATP, âgée alors de 44 ans. Le téléphone sonne dans l'appartement. C'est la mère de Donald, son gendre. Mamie Davila, comme on l'appelle, dit ne plus avoir de nouvelles de son fils ni de la petite famille. Elle s'inquiète. Gilberte lui répond qu'elle non plus n'a pas de nouvelles, mais jusque-là, elle ne s'est pas vraiment formalisée. Son gendre, Donald, 34 ans, guitariste, qui commence à se faire un petit nom, et sa fille, Stéphanie, 21 ans, mènent une vie d'artiste, bohème et décontractée, dans leur maison de fortune à Volpénil, non loin de Melun. Le couple est jeune, uni, insouciant, amoureux de leurs 2 enfants, Donald Junior, 3 ans, et Donatella, 22 mois. Gilberte se souvient que la dernière fois qu'elle a eu sa fille au bout du fil, c'était le 11 septembre, le jour de l'anniversaire de Donald. Les 2 femmes ont parlé de tout et de rien, des projets des uns et des autres, des enfants qui grandissent. Stéphanie ne lui a rien dit de troublant. Gilberte a ensuite essayé de joindre sa fille samedi 16 septembre, mais sans succès, elle est tombée sur le répondeur. Soudain anxieuse, Gilberte contacte la gendarmerie puis le commissariat de Melun. Un policier se rend sur place, mais il ne constate rien de spécial. Une maison vide, bien rangée, aucune trace d'effraction, rien de suspect. Lundi 25 septembre 1995, toujours aucune nouvelle de la famille. À 9h du matin, Gilberte Crovisier prend donc le RERD direction Melun et Volpénil. Elle a un mauvais pressentiment, elle a demandé à son fils de l'accompagner. Sur place, elle hésite à faire le chemin jusque chez sa fille car elle n'est pas tranquille. Depuis une cabine publique, elle téléphone alors au collège Jacques Amiot où Stéphanie est employée comme agent de service. Elle apprend que celle-ci n'a pas repris son travail depuis le lundi 18 septembre. De son côté, Donald, qui devait se produire lors d'une soirée musicale, n'a pas honoré ce rendez-vous. Rien qui ne ressemble à ce couple qui aime certes faire la fête, mais pas au point de perdre pied et de tout lâcher. En début d'après-midi, Gilberte, accompagnée de son fils et de sa nièce, se rendent à la maison de Donald et Stéphanie, 119 bis, rue Albert Rogier, à Volpénil. Le couple vit dans ce cabanon depuis 3 ou 4 ans. La maison près de la Seine et d'une usine était à l'abandon, sans propriétaire. Quand ils ont décidé d'y vivre, la mairie a toléré cette installation. Le couple a entrepris des travaux, puis sont nés ici les 2 enfants. Gilberte Crovisier découvre une maison silencieuse posée au bout d'un carré de verdure. Les 2 voitures de sa fille et de son gendre sont là. La demeure est fermée et personne ne répond. Les visiteurs décident de casser un carreau pour entrer. Il n'y a personne. À l'intérieur, rien ne semble avoir bougé. Un détail interpelle encore plus que les autres Gilberte. Donald a laissé sur place sa guitare. Pourquoi aurait-il abandonné un instrument qui est son gagne-pain ?
Gilberte va alors rendre visite à la seule personne qu'elle connaît, un dénommé Roland, le parrain de la petite Donatella, un Martiniquais comme toute la famille de Donald. Celui-ci raconte alors une curieuse histoire. Le couple se serait enfui à cause d'une affaire de drogue. Gilberte est incrédule et effrayée. Au commissariat de Melun, on lui a répondu que sa fille était majeure et que ses petits-enfants n'étaient pas en danger. La policière ne peut prendre ni plainte ni signalement. La seule solution, dit-elle, est d'aller à la préfecture pour remplir le formulaire RIF, recherche dans l'intérêt des familles. Et on va voir que cette journée du 25 septembre n'est loin d'être terminée. Bonjour Gilberte Crovisier. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup et merci infiniment d'être en ligne avec nous aujourd'hui. On va voir que l'action que vous avez menée dans cette histoire tout à fait remarquable, évidemment, on va en parler tout au fil de cette émission. Vous allez tomber sur ce drôle de personnage qui, hélas, va être au centre de cette affaire. On va en parler, mais dans le chapitre suivant, si vous voulez bien. Gilberte Crovisier, vous êtes donc la grand-mère des enfants. Vous êtes la mère de Stéphanie, qui tout ce monde-là a disparu. Quand est-ce que vous prenez, Gilberte Crovisier, conscience que quelque chose de grave et peut-être même de très grave s'est passé? Juste après l'appel de Mamie Davila. C'est le déclic, ça, hein? C'est le déclic parce que c'est là qu'elle m'explique normalement que Donald lui amène les enfants tous les mercredis. Et que là, il n'est pas venu ce mercredi-là. Qu'elle a laissé des messages sur le répondeur et qu'il n'y a personne qui répond. Votre fille, Stéphanie, vous êtes très liée avec elle. Il n'y a jamais eu de problème. Elle vous donne des nouvelles fréquemment. Ah oui. Avec Stéphanie, on s'appelait très très souvent pour la pluie, les beaux temps, les enfants. Enfin, c'était assez fréquemment, oui. Et alors là, je suppose, Gilberte, que l'angoisse commence à monter en vous. Vous vous posez des questions et vous commencez à faire le tour, si je puis dire, des autorités. Voilà, c'est-à-dire à partir le week-end, je vais téléphoner à droite à gauche avec le peu de numéros de téléphone des amis, qui eux aussi n'ont pas de nouvelles. Et puis on va me dire des choses qui sont pas trop marrantes. Donc je prends peur et je me dis dès lundi, je vais aller sur place. Des choses pas très marrantes, pour faire court, c'est quoi? On vous dit il y a des histoires de drogue, etc. Ça va pas? Ah non, non, alors ça pas du tout, ça c'est pas ça qui m'inquiète. C'est que au départ, donc je peux pas penser à cette chose horrible qui est arrivée à ma famille. Moi, je pense plutôt que c'est un problème, une dispute entre époux, quoi. C'est entre mari et femme. Oui, une dispute qui a mal tourné et qui aurait peut-être même tourné de façon tragique. En tout cas, tout le monde serait parti dans une espèce de débandade. On a en ligne Jean-François Caltot. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup Jean-François Caltot d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal La République de Seine-et-Marne. À l'époque, j'étais journaliste. Vous l'étiez, mais on l'est toujours à vie, comme vous êtes toujours à vie journaliste, Jean-François. Vous avez évidemment suivi et traité cette affaire. Je voudrais, dans un premier temps, on va y venir à cette affaire évidemment plus précisément. À quoi ressemble ce lieu, cette fameuse maison de Volpénil? J'ai dit que c'était un cabanon. Oui, en fait c'est un cabanon mais qui a beaucoup de charme. En fait c'est un lieu assez retiré à la périphérie de la commune, au bord d'une espèce de petite forêt. En fait c'est un ancien club de tir. C'est là où le club de tir était installé avant qu'il ne ferme. Et il y a donc là une maison assez jolie qui mériterait un peu d'entretien, mais qui a un charme et qui est surtout très bien placée en surplomb de la Seine. Et cette petite famille s'est installée là, tranquillement. Ils font un peu de bruit, mais enfin, ils n'attirent pas attention outre mesure. Hein. Non, je pense qu'effectivement, ils sont suffisamment bien intégrés, en tout cas, pour que la commune les y tolère, avec, si vous voulez, cette promesse que quand on entretient un lieu, même si c'est un squat au départ, il peut devenir votre propriété au bout d'un certain nombre d'années. Les démarches successives auprès des autorités vont se heurter à des fins de non-recevoir. Même lorsque Gilberte Crovisier va constater qu'un homme s'est installé dans la maison, un homme qui est le dernier à avoir vu toute la famille en vue.
25 septembre 1995 au soir, après une journée fébrile passée à se renseigner, Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie, disparue avec son mari Donald et leurs enfants, décide de retourner dans la maison du couple. Cette fois, il y a de la lumière à l'intérieur. Une bouffée d'espoir la gagne. Il est possible que la petite famille soit rentrée. Gilberte et son fils se présentent à la porte et sont reçus par un grand gaillard, un Martiniquais, qui dit s'appeler Edgar Boulet et être un ami de la famille. Il explique que Stéphanie et Donald sont partis avec des vêtements neufs, accompagnés d'un homme qui conduisait un fourgon Ford Transit de couleur blanche. Il explique aussi que Donald lui a confié les clés de la maison en demandant de veiller sur toutes leurs affaires. C'est lui désormais qui règne sur ce cabanon. Il ne peut pas remettre les clés à qui que ce soit. Les proches des disparus sont sous le choc. Ils ne parviennent pas à s'expliquer ce départ précipité, une affaire de drogue, une prise en main par une secte, une histoire d'argent. Gilberte Crovisier va jusqu'à imaginer que Donald a peut-être tué Stéphanie à l'issue d'une dispute et s'est enfui avec les enfants. Au lendemain de cette visite, mardi 26 septembre, Gilberte Crovisier, désemparée, écrit une longue lettre au procureur de la République de Melun. Elle lui fait part de ses doutes et indique clairement qu'elle pressent le pire. Il est précisé que 2 enfants en bas âge ont également disparu. Ce courrier n'obtiendra jamais aucune réponse, sera classé, oublié au tribunal de Melun. 27 septembre, la mère de Stéphanie se rend au commissariat de Montreuil. On lui communique un numéro de téléphone. Gilberte peut parler à un interlocuteur de la brigade des mineurs. En qualité de grand-mère, elle demande que soit lancée une recherche car elle a le droit de voir ses petits-enfants. La discussion tourne court, pas de suite. Les portes ne s'ouvrent pas du côté de la justice et de la police. Gilberte Crovisier tente alors de s'adresser à la presse locale, seul moyen pour elle de faire bouger les choses. On la reçoit, on l'écoute, mais l'affaire ici, aussi, demeure sans suite. 9 mois vont ainsi se dérouler sans que Gilberte Crovisier, livrée à elle-même, n'obtienne la moindre réponse. La grand-mère aura frappé en vain à toutes les portes. 22 juin 1996, elle est de retour à la maison de Volpénil. Elle constate alors que les 2 voitures ont disparu. Edgar Boulet est tranquillement installé dans la maison en train de regarder la télé. Il répond que les voitures pourrissaient et qu'il les a envoyées à la casse. Gilberte éprouve alors une sensation de malaise, pressant que cet homme a peut-être éliminé toute sa famille. 25 juin, Gilberte porte plainte à Bobigny pour vol de véhicule et disparition inquiétante de majeurs et de mineurs. Cette fois, la plainte est enregistrée et une enquête déclenchée. Boulet, un homme déjà connu pour violence conjugale, est entendu. Il est alors en détention pour conduite en état d'ivresse. Il répète l'histoire de la camionnette blanche. La juge d'instruction Isabelle Subra ordonne des fouilles. Boulet est présent. Il paraît décomposé quand il doit passer à l'arrière de la bicoque. Il y a là des traces brunâtres. Son propre sang, dit-il, suite à une blessure. Les fouilles ne donnent rien. Les policiers remarquent de petits pots de bébés entamés sur une fenêtre. Ils apprendront plus tard qu'il s'agissait d'un culte vaudou, une offrande faite aux enfants morts. Jean-François Caltot, journaliste qui avait enquêté sur cette affaire, on vous retrouve dans l'heure du crime. Il y a ces premières fouilles qui ne donnent rien, mais évidemment, on va le voir, le juge n'en a pas fini avec Edgar Boulet. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce personnage qui surgit dans le décor et qui s'est installé tel un coucou dans cette maison ? Eh bien, il s'agit d'une sorte de marginal, SDF, qui vole un peu comme un coucou de foyer d'adoption en foyer d'adoption et on retrouve sa trace dans divers petits méfaits, notamment des conduites en état d'ivresse, puisque c'est apparemment l'État qui est son état de vie permanente. Il est toujours entre 2 pétards et 3 verres de rhum. Et donc on découvrira toute l'ampleur du personnage, évidemment, lorsque le procès s'ouvrira. Mais pour l'heure, pas grand-chose aussi, sinon qu'il est l'amant dans une étrange association, l'amant d'un médecin qui a pignon sur rue à Melun, et qui
ils forment un couple assez détonnant, selon les témoignages de l'époque. En tout cas, on est plutôt face à un marginal qui dit pas grand-chose d'ailleurs. Lui, il dit qu'il pas grand-chose. De toute façon, tout le parcours sera frappé du mutisme, aussi bien. L'instruction, on ne l'a pas suivi, mais la partie procès, il sera effectivement l'éternel grand muet de cette affaire. Alors on verra qu'il y aura d'autres fouilles évidemment, mais ces premières fouilles là qui sont un coup de sonde, si je puis dire, autour de cette maison, à un moment donné, il y a quelque chose qui va beaucoup frapper les policiers, c'est son attitude. Il se décompose, diront-ils. Il est passé à un endroit et il a blêmi, c'est ça ? Oui, je crois que effectivement, plus les policiers se rapprochent de l'épicentre du drame, c'est-à-dire l'endroit où il a enterré les 4 corps. Je crois qu'à chaque fois qu'on s'approche de ce tas de terre un peu suspect, il frémit, d'autant qu'il a. Vous savez, ce drame est toujours tout au long entaché de rituels vaudous. Alors il y a bien sûr, vous venez d'en parler, les petits pots là, les petits pots de bébés qui sont censés nourrir les âmes des enfants massacrés, mais il y a aussi ces fameuses plumes de poulet, plumes de coq, qui marquent l'endroit où Boulet a enterré les 4 corps. Ouais. Et quand on s'en rapproche, oui, il s'inquiète, oui. Alors là, on est dans un paysage assez effrayant, c'est autour de cette maison. Et effectivement, là, on sent que tout le monde a ce sentiment, y compris vous, Gilberte Crovizier, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, vous êtes la grand-mère des petits-enfants, et puis la mère de Stéphanie. Y compris vous allez sentir qu'il y a quelque chose de terrifiant qui s'est passé autour de cette maison, et ça très vite, dès votre première visite, peut-être où vous rencontrez Boulet, c'est ça ? C'est ça, au moment où on ouvre la porte et qu'on voit donc Boulet qui n'est pas seul, qui est donc avec cette maîtresse, le docteur, et donc il commence à nous dire des choses invraisemblables. Donc nous, sur le moment, on ne dit rien, mais quand on s'en ira avec mon fils, on sait très bien qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, quoi. Oui, c'est ça. Vous sentez, vous êtes très mal à l'aise, je crois, c'est ce que vous avez raconté. Oui, il y a quelque chose, mais c'est bien après que j'aurai, quand je reviendrai au mois de juin, que là, je vais ressentir des choses sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est que vous sentiez, il y a un drame qui s'est déroulé là. Vous avez du mal à le formaliser, mais c'est ce que vous ressentez voilà, au plus profond de vous-même. Gilberte Crovizier, votre croisade dans ce dossier, elle est très importante, elle est capitale puisqu'elle va faire aboutir le dossier. Là, à ce moment-là, lorsque vous déposez plainte pour le vol de ces voitures, ça va être le seul moyen, si vous voulez, pour faire avancer l'affaire. Ça fait 9 mois que vous cognez contre des portes. 9 mois qu'on vous écoute pas. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet ? Vous êtes désespéré ou pas ? Non, je suis pas désespérée. Je suis toujours combattante. Mais j'essaye de faire mon maximum parce que je fais tout ce qui est dans la loi, quoi. C'est le procureur, c'est la police, la gendarmerie. Je vais faire la gendarmerie aussi. Et je m'aperçois que tout ce petit monde-là, ça n'intéresse rien. Ça les intéresse pas, quoi. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne vous croit pas ? Alors, je sais pas, parce que à chaque fois, c'est la réponse, vos enfants, ils sont majeurs. Alors, je leur dis toujours, mais oui, mais il y a 2 mineurs, mes petits-enfants, c'est pas grave, c'est des mineurs. C'est pas grave, les enfants et les parents sont avec, donc ils sont pas en danger. Dormez tranquille, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est ça qu'on vous dit. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Jean-François Calto, journaliste, je vous retrouve au bout des lignes de l'heure du crime. En quelques mots, Jean-François, comment expliquer cette fin de non-recevoir permanente ? C'est quand même... Écoutez, je crois que c'est la triste rançon de notre droit, c'est-à-dire que lorsque l'on est majeur et on fait ce que l'on veut de soi-même, et y compris de ses enfants, donc on peut partir en voyage, ou on peut s'éclipser, on peut disparaître. Dès lors qu'il n'y a pas si vous voulez, d'indices confondants, on est dans une forme de normalité, et ça peut nous arriver à tous. On disparaît, il n'y a pas d'éléments qui sont des éléments à charge sur notre disparition, personne ne s'en inquiétera. C'était une triste réalité du droit français. Et je comprends que la pauvre Madame Crovizier bute là-dessus, et pu buter là-dessus pendant des mois, 9 mois, disiez-vous, oui.
Aucune trace de la famille Davila, mais la juge et les policiers tiennent un témoin, Edgar Boulet, qui a tout d'un suspect. Un témoignage capital va donner la clé du plus sordide des scénarios. Le 25 juillet 1996, une femme docteur qui officie dans ce département de Seine-et-Marne est convoquée à l'hôtel de police de Melun. Les policiers s'intéressent à elle car elle est depuis 6 ans la maîtresse attitrée d'Edgar Boulet, l'homme qui s'est installé dans la maison de la famille Davila. La témoin confirme la version de son amant. Le couple et leurs enfants sont tous partis le 16 septembre à bord d'une camionnette blanche. Les enquêteurs insistent. La doctoresse s'en mêle les pinceaux puis elle craque. Elle raconte que juste avant cette convocation au commissariat, elle a reçu de Boulet une lettre lui demandant de répéter mot pour mot ce qu'il a raconté. La lettre, une invitation à un faux témoignage, est miraculeusement retrouvée déchirée dans une poubelle publique. La maîtresse est réinterrogée en garde à vue. Elle confie que la nuit du 16, Edgar l'a en fait séquestrée dans la maison. Elle dit alors avoir entendu des cris de bêtes blessées, des hurlements horribles, mais selon elle, elle cauchemardait. 23 septembre 1996, nouvelle campagne de fouilles autour du cabanon de Volpénil. Une pelleteuse est sur place. Le godet de la machine gratte la butte de terre derrière la maison, là où Edgar Boulet avait blêmi lors des premières recherches. Apparaissent une grande quantité d'os de poule et de poulet, un rituel emprunté au vaudou. La pelleteuse déterre une chaîne en or et une médaille qui appartenait au petit Donald Junior. L'engin emporte ensuite un morceau de corps, celui de la petite Donatella. La suite des fouilles se poursuit manuellement. Le corps de Donald Junior apparaît, puis sous un matelas surgissent les dépouilles des parents. Ils semblent allongés, côte à côte. Le légiste dira que le père a été tué alors qu'il était sur son lit. La mère s'est défendue avant de s'effondrer. Les enfants ont suivi. Le tueur a utilisé une arme tranchante, massive, un coupe-coupe, une arme qui ne sera jamais retrouvée. Edgar Boulet possédait un long coupe-coupe. Il dément avoir exterminé la famille Davila. Gilberte Grosvizier, j'ai un peu de mal d'ailleurs à vous poser cette question, même des années après. Mais quelle est votre réaction ? Je le répète, vous êtes la mère de Stéphanie, la grand-mère des enfants. Quelle est votre réaction lorsque les corps sont découverts ? Vous êtes abasourdie ? Oui, exactement. Quand le capitaine Mouras me demande de venir au commissariat, moi je pense que ma fille, oui. Mais mon gendre et puis mes 2 petits-enfants, non, je pense pas ça. Donc je suis effondrée. Et effondrée, et je crois que vous avez dit à l'époque, il y avait aussi une espèce de soulagement. C'est comme cela, parce que vous saviez où ils étaient finalement. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que quand capitaine Mouras me demande de descendre à Melun, il est 11h du matin, ce 23 septembre 1996. Donc je prends le train et d'habitude, pour aller au commissariat, suivant les rendez-vous, je prenais le taxi parce que c'est sur la hauteur de Melun. Et là, je descends du train et j'ai besoin de marcher et je me sens comme légère, comme... Oui, c'est ça. Ben oui. Parce que soulagée. Parce que vous allez peut-être enfin toucher à la vérité, cette vérité que vous cherchez depuis le début et qui effectivement vous anime et vous torture depuis le début. On a en ligne également dans cette heure du crime Maître Aude Lequéré d'Herbise. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Je le dis tout de suite, vous êtes l'avocate d'Edgar Boulet. Alors là, qui est dans cette affaire passe subitement du statut de témoin à celui de suspect, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il dit Edgar Boulet lorsqu'il y a ces fouilles qui sont accablantes pour lui ? Qu'est-ce qu'il peut raconter ? Alors Edgar Boulet va se positionner en permanence dans des dénégations complètes. Il ne reconnaîtra jamais rien de sa participation aux faits qui lui sont reprochés. Dans la suite de la découverte des corps, il est mis en examen pour assassinat.
Et il n'aura de cesse de dire au juge d'instruction qu'il n'a rien fait et qu'il n'a strictement rien à voir avec ces faits qui lui sont reprochés. Comment vous le décririez, votre client? On en a parlé un petit peu en ce début d'heure du crime. Comment vous, avocate, vous avez l'habitude de ce genre de client, entre guillemets, si je puis dire, comment vous le décririez? C'est quelqu'un qui est causant avec vous? Il est aimable? Oui, c'est un homme affable. Il a été décrit à plusieurs reprises par de nombreux témoins comme étant quelqu'un d'assez séduisant. Donc, il sait se montrer sous son meilleur jour. Il est très bavard. Il s'explique beaucoup sur toutes les phases de sa vie. Mais dès que l'on parle de ce dossier, des faits à proprement parler, il se refuse à toute explication. Edgar Boulet nie, mais le faisceau de présomption et d'indices est pour le moins accablant. Il va comparaître tout seul devant une cour d'assises aux grandes dames de la grand-mère Gilberte Crovisier qui estime que des complices connaissaient tout de la tuerie. Mardi 6 juin 2000, Edgar Boulet, 44 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de Seine-et-Marne. Il comparait pour le quadruple assassinat à la machette en septembre 1995 de la famille Davila. L'accusé nie en bloc ses crimes, appelée à témoigner. La capitaine de police de Melun, Béatrice Mouras, est pourtant formelle. Tous les indices convergent vers cet homme. La policière raconte ainsi la découverte d'un calendrier de poche vierge, mais annoté d'une croix en face du nom Donald, le prénom du père de famille, à la date du 16 septembre 1995, date de la disparition de la famille. Il est aussi question des rites vaudous qui ont entouré les assassinats et dont les traces sont multiples. Les petits pots de nourriture disposés pour occuper les esprits des enfants disparus. L'appel aussi à un prêtre vaudou haïtien absent à l'audience pour lui demander d'effacer quelque chose de mauvais qu'il avait fait. Et puis c'est coulé de sueur quand Boulet a été conduit sur le monticule de terre. Edgar Boulet dément. Gilberte Crovisier, la grand-mère, sans qui l'enquête n'aurait jamais été déclenchée, regrette qu'il soit tout seul. Selon elle, d'autres personnes étaient au courant, parmi lesquelles la femme médecin qui était la maîtresse du Martiniquais. Elle n'est pas dans le box des accusés, mais elle est tout de même appelée à témoigner. La doctoresse dément ses premières déclarations, à savoir les cris terribles qu'elle avait entendus dans la nuit du 16 au 17 septembre, alors qu'elle était dans la maison. « Je ne sais pas comment j'ai pu dire des choses aussi invraisemblables », affirme-t-elle. Son témoignage tourne court. Les ex-4 petites amies de Boulet décrivent en revanche un homme ultra-violent. L'une d'elles a eu le foie éclaté sous les coups. Elle dira « Il fracassait les femmes ». Le 16 juin, Edgar Boulet est condamné à la perpétuité sans peine de sûreté. Jean-François Calto, journaliste, on vous retrouve et vous étiez à ce procès. Comment apparaît Edgar Boulet? Quel visage présente-t-il? Parce que finalement, c'est la première fois qu'on le voit en chair et en os. Il apparaît visage fermé et je crois qu'on l'a dit mutique. Ça, c'est ce qui va caractériser l'ensemble. Et je crois que le procès dure 3 jours. On entendra à de rares reprises quelques détails sortant de sa bouche. Sinon, il est muet, il est impassible, pour pas dire impavide. Et même quand toujours ces moments terribles, quand on évoque la façon dont les 4 personnes ont été tuées, il ne bronche pas, il ne scie pas. Totalement hermétique, incompréhensible. Maître Aude Léquéré d'Herbise, vous êtes l'avocate d'Edgar Boulet. Comment faire avec un client qui ne parle pas, en l'occurrence un client, Edgar Boulet, il y a ce faisceau de présomption qui est abominable contre lui. Que faire avec ce genre de client? Je crois que dans ce dossier, il était parfaitement clair que la vérité n'avait pas été mise à jour par l'enquête. Et je partage l'avis de Madame Crovisier lorsqu'elle indiquait qu'il ne devait pas comparaître seul devant la cour d'assises. Ils auraient dû en réalité être plusieurs, bien évidemment la compagne d'Edgar Boulet, mais aussi 2 autres individus qui ont été cités très rapidement en procédure et qui pourtant sont présents pendant toute cette période-là de manière quasi permanente sur les lieux. Ce que vous dites est important, Maître Léquéré d'Herbise. Ça veut dire que Edgar Boulet, il a très probablement commis ces crimes abominables, mais il n'était pas seul, il y avait des gens dans la confidence. Vraisemblablement. C'est ce que vous pensez, oui.
Ouais. J'en ai la conviction absolue. Et je pense que c'est aussi l'une des explications de ce mutisme, c'est qu'en l'absence de l'ensemble des autres protagonistes, il n'entendait pas porter seul la responsabilité de ces crimes épouvantables. Il faut que les choses soient dites comme elles doivent l'être, ce sont des crimes épouvantables. Et en réalité, il va s'installer dans ce mutisme à raison de toutes ces failles d'enquête. C'est ça. Selon lui, il ne doit pas être seul à répondre à ces questions, mais il ne peut pas le verbaliser, j'ai envie de dire, comme ça. Hein. Moi, je l'ai plaidé à plusieurs reprises au moment de mes explications dans l'intérêt de Boulet. La vérité n'est pas dans le dossier. La vérité n'est pas dans le dossier. Gilberte Crovizier, juste un mot, parce qu'on va y revenir. Vous regrettez à ce moment-là que la fameuse doctoresse, la maîtresse, elle ne soit pas là à l'audience, hein. Bien sûr, je suis d'accord avec Maître Le Curé d'Hervise. De toute façon, quand on tue 4 personnes, c'est pas tout seul. On est quand même, ils étaient au moins 4 ou 5 et encore plus. Donc, bien sûr que je suis en colère lorsqu'ils ont pas laissé le dossier en connexité et qu'ils l'ont bien sûr. Séparé. Donc, le docteur a été jugé après en correctionnel, mais c'est bon. Moi, je dis toujours qu'on n'a pas eu de procès. C'est pas normal. J'ai eu une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu le procès que vous espériez. La perpétuité, donc, pour le violent Edgar Boulet. La grand-mère Gilberte Crovizier considère ce jugement incomplet. Elle va donc continuer à se battre pour que tous ceux qui savaient soient jugés. En premier lieu, la doctoresse et amante de l'assassin. 3 mois après la condamnation à la perpétuité de Edgar Boulet, Gilberte Crovizier, la grand-mère, organise un sit-in à Melun pour attirer à nouveau l'attention sur le dossier. Les autres protagonistes de ce carnage sont passés à travers les mailles du filet percées de la justice. Les complices doivent payer, mes enfants ne reposeront pas en paix avant, déclare-t-elle. La grand-mère va s'attacher à poursuivre aussi loin qu'elle le peut la doctoresse et amante d'Edgar Boulet, une femme qui, selon elle, était au courant du massacre. Gilberte Crovizier vient donc témoigner lorsque la médecin est jugée en correctionnel à Paris pour le seul chef de poursuite retenu dans cette affaire, la destruction de preuves, à savoir 2 lettres de Boulet. Relaxée à un premier procès, elle écope de 6 mois de prison, dont 3 avec sursis en appel. En 2003, elle est suspendue par l'ordre des médecins pendant 2 ans. Gilberte Crovizier saisira encore la Cour de cassation pour faire juger la médecin et 2 autres personnes pour complicité de meurtre. Elle se tournera enfin devant la Cour européenne de justice pour protester contre l'effacement de la condamnation de la doctoresse après l'amnistie entraînée par l'élection de Jacques Chirac en 2002. J'irai jusqu'au bout, explique la grand-mère, parfois invitée à témoigner dans les écoles de formation de la police. Jusqu'au bout, pas par vengeance, mais pour la justice. La justice, Gilberte Crovizier, que vous appelez de vos voeux depuis le début de cette affaire, où en êtes-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous ressentez 26 ans après ? Vous n'avez pas réussi à faire comparaître la maîtresse et doctoresse ? Non. À mon grand désarroi, parce que elle était bien impliquée dans ce dossier. C'est quand même elle qui dit où sont enterrés les enfants et quelle arme les a tués. En plus, elle dit qu'elle était là et qu'elle a entendu ces cris de bêtes qu'on égorge. Parce que en tant que médecin, elle parlera toujours des enfants comme des animaux. Et ça, c'est quelque chose que, bon, évidemment, vous n'oublierez jamais, ça c'est sûr. Hein. Ah, ça, je peux pas oublier. Et puis aussi, elle raconte des mensonges parce que dans cette maison, on ne pouvait pas être enfermé, séquestré, c'est pas possible. Elle a dû voir et entendre mon gendre, puisque lui, il a été tué dans ce cabanon. Et qu'elle était là, puisqu'elle le dit, elle est séquestrée. Donc si elle est séquestrée,
Elle a vu toute la scène, elle a entendu. Et à minima, en tout cas, elle a entendu. C'est sa première version d'ailleurs, sur laquelle elle va revenir. Je sais, Gilberte Crovisier, que vous surveillez attentivement les demandes de libération conditionnelle d'Edgar Boulet. Maître Aude Lequéré d'Herbise, où en est aujourd'hui votre client Edgar Boulet, évidemment toujours écroué? Alors, il est toujours écroué. Je ne suis plus le conseil de M. Boulet dans le cadre de son aménagement de peine. Je sais simplement qu'il est toujours écroué et que apparemment il aurait un tout petit peu évolué dans ses positions, puisqu'il reconnaîtrait aujourd'hui avoir participé à une partie de ces faits. Et ça peut changer quelque chose dans l'histoire ou non? Les faits sont jugés aujourd'hui, c'est fini. Non, ça ne changera rien, si ce n'est peut-être pour la paix et la sérénité de la famille des victimes. Bien sûr. Gilberte Crovisier, on va arriver au bout de cette émission, mais en quelques mots, vous avez le sentiment que c'est un gâchis judiciaire, cette histoire, au-delà du drame humain, évidemment, qui vous préoccupe? Exactement, c'est un gâchis judiciaire. Ça aurait été moi qui étais comme le docteur. Croyez-moi que j'aurais fait un maximum d'une quinzaine d'années de prison. Et comme elle a pas été, elle a été mise en correctionnel, et ben les autres ils sont passés aussi à la trappe parce qu'on les a pas fait venir en correctionnel. Ouais, c'est ce que vous appelez, même pas. C'est ce que vous appelez effectivement le filet percé de la justice. Jean-François Calto, journaliste, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. On entend Gilberte Crovisier, puis ce sentiment de gâchis, de désastre judiciaire. Vous partagez ce sentiment? On aurait pu avoir quelque chose de plus complet dans cette histoire? Totalement. C'est gâchis et fiasco, un fiasco de plus, on va dire, où effectivement on s'étonne notamment pour ce qui concerne la maîtresse de l'assassin, il n'y a rien eu d'autre que 3 mois on appelait ça de préventive à l'époque ou de provisoire, 3 mois de détention et puis on l'a relâchée. Elle n'a plus jamais été inquiétée sauf par un procès symbolique pour complicité de destruction de preuves. C'est très léger par rapport à ce qu'on a pu ressentir en la fréquentant à l'époque. Merci beaucoup Jean-François Calto, merci infiniment Gilberte Crovisier pour votre courage et votre ténacité dans cette histoire, et puis Maître Aude Lequéré d'Herbise, avocate d'Edgar Boulet, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.